la neige tombait à l'horizontale ce soir-là, transformant ce village de montagne en Haute-Savoie en un flou indistinct de phare et de glace. Les passants se précipitaient sans regarder autour d'eux. C'est à ce moment-là qu'il l'a vue. Une petite fille debout, seule près du trottoir, chaussée de souliers trop fins, les mains tremblantes, les lèvres virant déjà au bleu. Elle ne pleurait pas. Elle ne suppliait pas. Elle restait simplement là, essayant d'être courageuse, mais échouant face à la morsure du froid. L'homme s'arrêta. Il baissa les yeux vers son manteau, le seul qu'il possédait. Usé, rapiécé, à peine assez chaud pour lui-même. Pourtant, il l'enleva. Il l'enveloppa autour des épaules de l'enfant et s'agenouilla devant elle. « Où est ton père » demanda-t-il doucement. Avant qu'elle ne puisse répondre, des pneus crissèrent sur la route verglacée. Des portières claquèrent. Des hommes en costume sombre inondèrent la rue. L'homme se figea. Trop tard. Une silhouette imposante sortit de la voiture centrale. Des yeux froids, un visage calme, une puissance émanant de chaque pas, le patron. Son regard se posa directement sur la fille, désormais vêtue du manteau d'un inconnu. La rue devint silencieuse. Personne n'osait respirer alors que le patron s'avançait vers l'homme qui n'avait plus rien à donner, hormis le manteau qu'il venait d'ôter de son propre dos. Lucas avait été invisible pendant la majeure partie de ses 23 ans. C'est ce qui arrive quand on grandit en passant d'un foyer d'accueil à l'autre, en dormant dans des refuges et en apprenant que le moyen le plus sûr de survivre est de ne jamais attirer l'attention sur soi. Il avait perfectionné l'art de se fondre dans la foule, de se faire petit, d'exister dans les interstices de la vie des autres. Ce soir ne faisait pas exception. Il avait dépensé ses dernières pièces pour un café au comptoir dans le bistrot où il faisait la plonge, essayant de le faire durer le plus longtemps possible avant de retourner affronter la tempête. Le gérant l'avait laissé rester jusqu'à la fermeture, mais maintenant, les rues l'appelaient à nouveau. Une autre nuit à chercher un endroit chaud, une autre nuit à envisager de prendre le TER sans destination précise, juste pour s'abriter quelques heures. Une autre nuit à choisir entre rester éveillé et rester en sécurité. Le manteau sur son dos ne valait pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'il avait. Sa grand-mère le lui avait donné avant de mourir, à l'époque où il avait 16 ans et croyait encore que quelqu'un viendrait le chercher. Le tissu était mince maintenant, tenu ensemble par des pièces de tissu et des prières, mais il portait son odeur, sa mémoire, sa dernière promesse que quelqu'un dans ce monde l'avait aimé. Lucas resserra le col alors que le vent coupait à travers les ruelles du village. La montagne semblait différente sous le blizzard, plus dure, plus honnête. Les quartiers riches, avec leurs allées chauffées et leurs fenêtres jaunes et chaudes, semblaient appartenir à une autre planète. Ici, dans les ombres entre les bâtiments, la réalité était brute et impitoyable. C'est alors qu'il la vit, une enfant, peut-être 7 ans, debout sous un lampadaire cassé. Sa robe était coûteuse, le genre qui valait plus que ce que Lucas gagnait en un mois, mais elle n'offrait aucune protection contre la tempête. Des chaussures vernies qui avaient leur place dans une salle de bal, pas sur le béton glacé. Des cheveux qui avaient été soigneusement coiffés des heures plus tôt, maintenant emmêlés par le vent. Mais ce fut son visage qui arrêta net Lucas. La façon dont elle se tenait parfaitement immobile, les épaules droites, le menton levé, même si tout son corps tremblait de froid, comme si on lui avait appris que montrer sa faiblesse était pire que de mourir de froid. La plupart des gens seraient passés devant. Ce n'était pas leur problème. Les enfants de familles riches n'apparaissent pas seuls au coin des rues à moins que quelque chose n'ait terriblement mal tourné. Et s'impliquer dans des situations qui ont mal tourné était la façon dont les gens invisibles devenaient visibles pour le mauvais type d'attention. Lucas le savait, l'avait appris à la dure plus de fois qu'il ne voulait le compter. Il passa devant elle une fois, se disant que ce n'était pas ses affaires, qu'il ne pouvait pas sauver tout le monde, qu'il avait à peine assez de ressources pour se sauver lui-même. Mais quelque chose le fit s'arrêter. Peut-être était-ce la façon dont elle lui rappelait lui-même à cet âge, essayant si fort d'être fort quand tout s'effondrait. Peut-être était-ce le souvenir de sa grand-mère, qui n'avait jamais ignoré quelqu'un qui avait besoin d'aide. Ou peut-être était-ce plus simple que cela. Peut-être était-ce juste la chose à faire. Lucas fit demi-tour et revint vers elle. De près, il pouvait voir la teinte bleue gagner ses lèvres, la façon dont ses mains s'étaient recroquevillées en poing pour essayer de piéger le peu de chaleur restante. Ses yeux étaient sombres, intelligents, mais remplis d'une peur qu'elle essayait désespérément de cacher. La décision vint sans réflexion, sans calcul, sans l'évaluation prudente des risques qu'il avait maintenus en vie dans la rue.
Lucas ôta son manteau, le manteau de sa grand-mère, la seule chose qui se dressait entre lui et la tempête qui empirait de minute en minute. Le froid le frappa comme un coup physique. Le pull fin qu'il portait dessous aurait tout aussi bien pu être en papier. Mais la fille en avait plus besoin, et ce calcul était assez simple, même pour quelqu'un qui n'avait jamais fini le lycée. Il s'agenouilla à sa hauteur, enveloppant le manteau autour de sa petite silhouette. Il l'engloutit complètement, les manches dépassant de ses mains, mais il pouvait déjà voir un peu de couleur revenir sur ses joues. « Où est ton père » demanda-t-il doucement, son souffle formant déjà des nuages dans l'air glacial. Elle le regarda avec ses yeux sombres. Et Lucas vit quelque chose qui lui serra la poitrine. De la reconnaissance. Pas de lui spécifiquement, mais de la gentillesse, comme si c'était quelque chose de rare dans son monde, quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver au coin d'une rue à minuit. Avant qu'elle ne puisse répondre, la nuit explosa dans le chaos. Des phares s'allumèrent de 3 directions à la fois. Des moteurs rugirent. Des pneus crissant contre la glace alors que des berlines Citroën noires les encerclaient avec une précision militaire. Lucas se jeta protecteur devant la fille. Son corps réagissait au danger alors même que son esprit essayait de traiter ce qui se passait. Des portières claquèrent. Des pas lourds sur le béton. Le son distinct d'armes que l'on dégaine, bien que Lucas ne puisse pas les voir dans l'éblouissement des phares qui transformaient la chute de neige en un mur de friture blanche. Puis les pas s'arrêtèrent. Tout s'arrêta. Même le vent semblait retenir son souffle. Une seule portière s'ouvrit. Différente des autres, plus silencieuse, plus contrôlée. Les pas qui suivirent étaient mesurés, délibérés, pas précipités comme les autres. Ils appartenaient à quelqu'un qui n'avait pas besoin de se presser parce que tout le monde l'attendait. Une silhouette émergea de derrière les lumières. Grand, des épaules larges qui remplissaient un par-dessus coûteux. Des cheveux foncés lissés en arrière malgré la tempête. Mais ce fut son visage qui fit comprendre à Lucas exactement dans quel pétrin il se trouvait. Ce n'était pas le père de n'importe qui venant récupérer un enfant perdu. C'était quelqu'un qui faisait disparaître les gens. Quelqu'un dont le nom était chuchoté dans le genre d'endroit que Lucas avait appris à éviter. Quelqu'un qui imposait le respect par la peur et maintenait son pouvoir par la violence. Les yeux de l'homme balayèrent la scène une fois, enregistrant tout. La fille enveloppée dans le manteau d'un inconnu. L'inconnu lui-même tremblant maintenant dans rien d'autre qu'un pull. La façon protectrice dont Lucas s'était positionné entre ces hommes et l'enfant. Ses yeux se posèrent sur Lucas, et il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Pas exactement de la peur. La peur, c'était d'être poursuivi par des agents de sécurité ou coincé par des plus grands dans un foyer. C'était différent. C'était la compréhension soudaine que sa vie pourrait se terminer ici, maintenant, sur la base de n'importe quelle conclusion que cet homme tirerait dans les prochaines secondes. Le patron fit un pas en avant, puis un autre. Ces hommes restèrent parfaitement immobiles, les mains dans leurs manteaux, attendant des ordres qui ne viendraient peut-être jamais. Le seul son était le crissement de ses chaussures de luxe sur la neige fraîche et la respiration de plus en plus rapide de Lucas. Lorsqu'il les atteignit, l'homme s'arrêta, baissa les yeux vers la fille, qui semblait soudain plus petite malgré le manteau surdimensionné qui la protégeait. Puis son regard revint sur Lucas, l'étudiant avec une intensité qui donnait l'impression d'être disséqué. Le silence s'étirait entre eux comme une arme chargée. Lucas pouvait sentir son cœur marteler contre ses côtes, pouvait goûter le métal dans sa bouche. Chaque instinct lui hurlait de courir, mais ses jambes ne bougeaient pas. La fille se pressa plus près de son côté, sa petite main trouvant son bras à travers les manches du manteau. Le patron parla. Sa voix était calme, presque douce, mais elle portait le poids d'une autorité absolue. « Comment t'appelles-tu » La gorge de Lucas était comme du papier de verre. Lucas. Lucas qui ? Lucas. Tout court. Stéphane répéta le nom lentement, comme s'il le mémorisait. Sais-tu qui je suis ? Lucas hocha la tête. Tout le monde dans la région connaissait Stéphane par réputation, même s'il n'avait jamais vu son visage. Des contrats de construction qui ne passaient jamais par appel d'offres. Des commerces qui payaient pour leur protection sous couvert de frais de consultation. Des politiciens locaux qui changeaient soudainement de vote après des réunions privées. Mais debout ici maintenant, regardant cet homme dont la fille était enveloppée dans son seul manteau, Lucas réalisa que les histoires s'étaient trompées sur une chose. Elle l'avait décrit comme un monstre.
Ce que Lucas voyait à la place était quelque chose de bien plus dangereux. Un père dont le monde venait de basculer sur son axe. Ma fille, dit Stéphane, ses yeux ne quittant jamais le visage de Lucas. Depuis combien de temps est-elle dehors? Je ne sais pas. Je l'ai trouvée il y a peut-être 5 minutes. 5 minutes. La mâchoire de Stéphane se serra presque imperceptiblement. Et en ces 5 minutes, tu as décidé de lui donner ton manteau. Ce n'était pas une question. Lucas ne savait pas comment répondre à une déclaration qui sonnait comme une accusation. Elle avait froid, dit-il simplement. Quelque chose vacilla dans les yeux de Stéphane. De la surprise, peut-être. Ou de la confusion, comme s'il s'attendait à une réponse différente. Tu ne me connais pas. Tu ne la connais pas. Mais tu as donné à une étrangère la seule chose chaude que tu possèdes. Stéphane fit un autre pas plus près. Pourquoi? Lucas sentit la sueur perler sur son front malgré l'air glacial. Cela ressemblait à un test, mais il ne savait pas quelle était la bonne réponse. D'après son expérience, il y avait rarement une bonne réponse quand des gens puissants posaient des questions. Parce qu'elle en avait plus besoin que moi. Vraiment? La voix de Stéphane descendit encore plus bas. Tu trembles. Tes lèvres deviennent bleues. Dans 10 minutes, tu seras en hypothermie. Dans 30, tu pourrais être mort. Mais elle en avait plus besoin? Lucas baissa les yeux vers la fille. Elle avait arrêté de trembler. Sa couleur était meilleure. Le manteau qui avait été tout pour lui sauvait la vie. Ouais, dit-il. C'était le cas. Durant un long moment, personne ne bougea. La neige continuait de tomber, recouvrant tout d'un silence blanc. Lucas pouvait entendre sa propre respiration, irrégulière et visible dans l'air froid. Il pouvait sentir le poids de la fille contre son flanc alors qu'elle s'appuyait contre lui pour une chaleur qu'il n'avait plus à donner. Puis, Stéphane fit quelque chose d'inattendu. Il rit. Ce n'était pas un rire cruel ou moqueur. C'était le son d'un homme qui venait d'entendre quelque chose qui l'avait sincèrement surpris. Il secoua légèrement la tête, comme s'il n'arrivait pas tout à fait à croire ce qu'il voyait. 20 ans, dit-il, plus pour lui-même que pour Lucas. 20 ans que je cherche quelqu'un comme toi. Lucas ne comprenait pas ce que cela signifiait. Il ne comprenait pas pourquoi les hommes en costume s'étaient légèrement détendus, leurs mains s'éloignant des armes qu'ils s'apprêtaient à saisir. Il ne comprenait pas pourquoi Stéphane le regardait comme s'il venait de résoudre un puzzle qui l'ennuyait depuis très longtemps. Quelle est ton histoire, Lucas? Comment un homme finit-il par donner son seul manteau à l'enfant d'un inconnu par la pire nuit de l'hiver? La question resta suspendue dans l'air entre eux. Lucas réalisa que ce n'était pas juste de la curiosité. C'était un entretien. Pour quel travail? Il ne pouvait l'imaginer. Je n'ai pas vraiment d'histoire, dit Lucas honnêtement. Foyer d'accueil jusqu'à ma majorité. Seul depuis. Je travaille quand je trouve quelque chose. J'essaie de rester au chaud. J'essaie de manger. J'essaie de ne pas avoir d'ennui. J'essaie de rester invisible, ajouta Stéphane. Et Lucas sursauta. C'était exactement ça. Mais il ne l'avait jamais dit à voix haute. Ouais, j'essaie de rester invisible. Mais tu n'es pas resté invisible ce soir. Ce soir, tu t'es rendu la personne la plus visible de cette rue. Stéphane fit un geste vers la scène autour d'eux. Mes hommes, mes voitures, mon attention. Tout ça parce que tu n'as pas pu passer devant une enfant qui avait froid. Lucas sentit la chaleur monter dans sa poitrine malgré l'air glacial. Vous dites que je n'aurais pas dû l'aider? Oh, je dis que la plupart des gens auraient continué à marcher, se seraient dit que ce n'était pas leur problème, auraient calculé le risque par rapport à la récompense, et auraient décidé de préserver leur propre sécurité. Les yeux de Stéphane étaient intenses maintenant, étudiant Lucas comme s'il était un spécimen sous un microscope. Mais tu n'as rien calculé, n'est-ce pas? Tu as juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide et tu l'as aidé. C'est ce que les gens devraient faire. Devraient, oui. Stéphane secoua la tête. Mais le font très rarement, surtout pas quand ils n'ont rien à donner. La fille bougea contre le flanc de Lucas, et il baissa les yeux pour la voir observer la conversation avec ses yeux sombres et intelligents. Elle n'avait pas dit un mot depuis l'arrivée de son père. Mais Lucas pouvait voir qu'elle écoutait chaque syllabe,
traitant tout avec une compréhension d'adulte qui semblait erronée chez quelqu'un de si jeune. « Comment t'appelles-tu » lui demanda doucement Lucas. Avant qu'elle ne puisse répondre, Stéphane parla. « Manon. » Et elle n'est pas censée être dehors du tout. Il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait que c'était un problème bien plus grand qu'un enfant qui s'éloigne. Lucas perçut la pointe de colère sous le contrôle minutieux. La suggestion que quelqu'un allait payer cher pour cette erreur. « Papa » Manon parla pour la première fois. Sa voix était petite mais claire. « Il m'a donné son manteau. Le gentil monsieur m'a donné son manteau quand j'avais peur. » L'expression de Stéphane s'adoucit lorsqu'il regarda sa fille. Et Lucas vit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. De la vulnérabilité. Un amour si féroce qu'il était presque douloureux d'en être témoin. Ce n'était pas juste un chef criminel dont la fille s'était éloignée. C'était un père dont le monde avait failli s'effondrer. « Je sais, ma princesse. Je sais qu'il l'a fait. » Lucas sentit quelque chose changer dans l'air autour d'eux. La tension n'avait pas disparu, mais elle avait changé de nature. Moins dangereuse, plus incertaine. Comme si Stéphane essayait de comprendre quoi faire d'une situation qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. « Tu travailles » demanda soudainement Stéphane. « Quand je peux trouver quelque chose. » Plongeur au bistrot de la place, mais ils ont réduit mes heures la semaine dernière. Compétences ? Lucas faillit rire de l'absurdité de la question. Rien de spécial. Je peux faire la vaisselle, nettoyer. Je suis habile de mes mains, je suppose. J'avais l'habitude d'aider à réparer des choses au foyer. Éducation ? J'ai arrêté le lycée. Il fallait que je travaille. Stéphane hocha la tête comme s'il classait chaque information. Comme s'il construisait un profil, bien que Lucas ne puisse imaginer pourquoi. Famille ? Personne. Les mots sortirent plus durement que Lucas ne l'avait voulu. Je n'ai eu personne depuis longtemps. Personne pour te manquer s'il t'arrivait quelque chose. Lucas sentit de la glace dans ses veines qui n'avaient rien à voir avec la météo. Est-ce qu'il va m'arriver quelque chose ? Stéphane l'étudia pendant un autre long moment. Puis il sortit son téléphone et passa un appel. Nicolas, amène la voiture et appelle le docteur Pierre. Dis-lui qu'il fait une visite à domicile ce soir. Lucas ne comprenait pas ce qui se passait, mais il savait que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'il ne pouvait ni prédire ni contrôler. Manon était toujours pressée contre son flanc, toujours enveloppée dans le manteau de sa grand-mère, et d'une certaine manière, cela semblait être la seule chose réelle dans une situation qui avait complètement échappé à sa compréhension. Le patron mit fin à son appel et regarda Lucas avec ses yeux calculateurs. « Tu as un choix à faire, Lucas. Mais d'abord, tu vas monter dans ma voiture et te réchauffer avant de mourir de froid devant ma fille. Ensuite, nous aurons une conversation sur ton avenir. » Lucas n'était jamais monté dans une voiture aussi chère. Les sièges en cuir étaient chauffants, réchauffant sa peau gelée à travers son pull fin. L'intérieur sentait l'argent et le pouvoir, tout en bois poli et chrome étincelant. Manon s'assit à côté de lui, portant toujours son manteau, sa petite main posée sur son bras comme une ancre. Stéphane s'assit en face d'eux, parlant doucement dans son téléphone, donnant des instructions qui n'étaient probablement pas des suggestions. Lucas capta des fragments, des noms qu'il ne reconnaissait pas, des lieux qui ne signifiaient rien pour lui, mais la colère sous la voix contrôlée était indéniable. Lorsque Stéphane mit fin à l'appel, le silence dans la voiture semblait lourd. Le chauffeur naviguait à travers des rues que Lucas reconnaissait à peine, se dirigeant vers une partie de la région où les maisons de campagne avaient des portails et les allées pouvaient accueillir 6 voitures. « Ma fille a disparu de sa chambre ce soir », dit finalement Stéphane. Fenêtre du 3e étage verrouillée de l'intérieur. 2 gardes postés dans le couloir. Caméra de sécurité à chaque entrée. Lucas sentit son estomac se nouer. Comment est-ce possible ? C'est ce que je vais découvrir. La voix de Stéphane portait la promesse de violence. Mais Manon est intelligente. Trop intelligente pour son propre bien parfois. Elle trouve des moyens de faire des choses qui devraient être impossibles. Manon leva les yeux vers son père avec ses yeux sombres. Je les ai entendus parler de la nouvelle cargaison, de comment ça allait tout changer. Je voulais voir ce qui était si important. Alors, tu es descendu de 3 étages par le lierre en pleine tempête de neige pour espionner ma réunion d'affaires ?
Elle hocha la tête sans honte ni excuse. Lucas devait admirer ce genre de courage. Même si c'était d'une imprudence incroyable. Et ensuite tu t'es perdu. Continua Stéphane. La réunion a bougé. J'ai suivi les voitures, mais elles allaient trop vite. Ensuite, je n'ai pas pu retrouver mon chemin et mon téléphone s'est éteint. La voix de Manon devint plus petite. J'avais peur, mais je ne voulais pas pleurer parce que tu dis toujours que nous ne pleurons pas en public. Quelque chose passa sur le visage de Stéphane. De la douleur peut-être, ou du regret. Tu as 7 ans, ma chérie. Tu as le droit de pleurer quand tu as peur. La voiture franchit des portails en fer qui s'ouvrirent sans que personne n'appuie sur un bouton. La maison au-delà était massive. Tout en pierre de taille et hautes fenêtres. Le genre d'endroit qui apparaissait dans les magazines sur la vie des riches. Une lumière chaude se déversait de chaque fenêtre. Et Lucas pouvait voir des silhouettes bouger à l'intérieur. Des gens qui attendaient, s'inquiétaient. C'était quand ton dernier repas ? Demanda Stéphane à Lucas alors qu'il s'arrêtait devant la porte d'entrée. Lucas dut y réfléchir. Le temps devenait fluide quand on avait faim. Hier, je crois. J'ai eu un morceau de baguette rassis récupéré en cuisine. La mâchoire de Stéphane se serra. Hier. Ce n'est pas si grave. J'ai l'habitude. Tu as l'habitude de mourir de faim. Lucas ne savait pas comment répondre à cela. Ce n'était plus quelque chose à quoi il pensait. La faim était juste une autre condition de l'existence, comme le froid ou la fatigue, ou le calcul constant de l'endroit où il pourrait dormir en sécurité, peut-être en prenant le TER pour nulle part. La voiture s'arrêta immédiatement. Des hommes en costume apparurent pour ouvrir les portières, scannèrent la zone, former une barrière protectrice entre la voiture et la maison. Lucas n'avait jamais vu une sécurité pareille en dehors des films. Ce n'était pas juste des gardes du corps. C'était une armée privée. Manon glissa dehors la première, toujours enveloppée dans le manteau de Lucas. Stéphane suivit, puis fit signe à Lucas de venir. Au moment où il posa le pied sur l'allée, Lucas se sentit complètement déplacé. Ses baskets usées sur la pierre immaculée, son pull élimé sur fond d'une richesse si complète qu'elle ressemblait à un monde totalement différent. Une femme apparut dans l'embrasure de la porte. Belle, élégante, portant ce que Lucas supposait être une robe de chambre qui coûtait plus cher que tout ce qu'il avait jamais possédé. Son visage était tendu par l'inquiétude jusqu'à ce qu'elle voie Manon. Puis il s'effondra de soulagement. « Ma petite !» souffla-t-elle, se précipitant pour serrer Manon dans ses bras. « Nous avons cherché partout. Je pensais. » Elle s'arrêta, remarquant Lucas pour la première fois. Remarquant que sa fille portait le manteau d'un inconnu. « C'est Lucas », dit simplement Stéphane. Il a trouvé Manon, lui a donné son manteau. Les yeux de la femme s'agrandirent alors qu'elle assimilait ce que cela signifiait. Regardant le pull fin de Lucas, son froid évident, la façon dont il se tenait à l'écart de leur monde, elle dit quelque chose rapidement à son mari, la voix montant avec l'émotion. Stéphane répondit, son ton ferme mais doux. Lucas capta ce qui ressemblait à des réassurances, des explications. L'expression de la femme passa de la suspicion à autre chose. De la gratitude peut-être, ou de l'incrédulité. « Valérie, voici Lucas, dit Stéphane. »« Lucas, ma femme, Valérie. » Elle étudia Lucas avec des yeux intelligents qui lui rappelaient ceux de Manon. Puis elle s'avança et fit quelque chose de complètement inattendu. Elle le serra dans ses bras. C'était bref mais chaleureux, et Lucas réalisa que cela faisait des années que personne ne l'avait serré dans ses bras. Le geste était si soudain, si authentique, qu'il sentit sa gorge se serrer. « Merci », chuchota-t-elle. « Merci de l'avoir ramenée saine et sauve. » Avant que Lucas ne puisse répondre, elle les fit tous entrer, parlant rapidement au personnel de maison qui apparaissait de nulle part. Des instructions pour préparer à manger, apprêter des chambres, faire venir le médecin. L'intérieur de la maison de campagne était encore plus impressionnant que la voiture. Sol en marbre, lustre en cristal, des œuvres d'art dont Lucas soupçonnait qu'elles valaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une vie. Mais cela ne semblait pas froid ou stérile. Il y avait des photos de famille partout. Des dessins d'enfants accrochés à côté de peintures coûteuses. Des jouets éparpillés dans les coins. C'était un foyer, pas juste une vitrine.
Un foyer avec assez d'argent pour résoudre des problèmes que Lucas n'avait jamais imaginés solvables. Manon finit par ôter son manteau, le lui tendant avec une cérémonie soigneuse. « Merci de me l'avoir prêté », dit-elle formellement, comme si on lui avait appris les bonnes manières même dans des circonstances extraordinaires. Lucas prit le manteau, encore chaud de la chaleur de son corps, et le remit. Le poids familier lui fit l'effet de retrouver une part de lui-même. « Le docteur Pierre est là », annonça quelqu'un depuis l'entrée. Un homme plus âgé entra, portant une mallette médicale noire, distinguée, aux cheveux gris, le genre de médecin de famille à l'ancienne qui se déplaçait pour les gens qui pouvaient se le permettre. « Monsieur Stéphane », dit-il avec une familiarité aisée. « Je crois comprendre que nous avons une situation. 2 patients ce soir, docteur. » Manon a été dehors dans la tempête pendant plus d'1 heure et Lucas ici présent lui a donné son seul manteau. Il n'a pas eu de protection hivernale adéquate. Le docteur Pierre les regarda tour à tour, son évaluation professionnelle notant la couleur améliorée de Manon et les signes évidents d'exposition au froid chez Lucas. « Commençons par la jeune demoiselle, ensuite nous nous occuperons de vous, jeune homme. » Lucas commença à protester qu'il allait bien, qu'il n'avait pas besoin de soins médicaux, qu'il ne pouvait pas payer ce que tout cela allait coûter. Mais Valérie guidait déjà Manon vers ce qui ressemblait à un salon. Et Stéphane posa une main ferme sur l'épaule de Lucas. « Assieds-toi, dit-il simplement. Laisse le docteur t'examiner. » Ce n'était pas une demande. Lucas se retrouva dans un fauteuil plus confortable que n'importe quel lit dans lequel il avait dormi l'année passée. Une cheminée crépitait à proximité, projetant une vraie chaleur dans la pièce. Le personnel se déplaçait silencieusement en arrière-plan, apportant des boissons chaudes, ajustant les lumières, créant une atmosphère de soins et d'attention qui semblait surréaliste. Pendant que le docteur Pierre examinait Manon, posant des questions douces, Stéphane s'assit en face de Lucas et l'étudia avec ses yeux calculateurs. « Parle-moi de toi, dit-il. La vraie histoire, pas le résumé que tu m'as donné dans la rue. » Lucas bougea inconfortablement. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Tout le monde a une histoire. » « Quelle est la tienne ?» La chaleur de la pièce rendait Lucas somnolent. Ou peut-être était-ce le soulagement de ne pas avoir à se soucier de l'endroit où il dormirait ce soir, s'il serait en sécurité, si demain apporterait assez de travail pour acheter de la nourriture. Pour la première fois depuis des mois, il sentit sa garde baisser. Parents morts quand j'avais 5 ans. Accident de voiture. Pas de famille qui voulait d'un gosse. Foyer jusqu'à 18 ans. Puis je suis sorti du système. Lucas fixa le feu. J'ai essayé de m'en sortir. J'avais un boulot dans un entrepôt pendant un moment. Je partageais un appartement avec 2 autres gars. Que s'est-il passé? Un de mes colocataires s'est fait arrêter pour trafic. Le propriétaire a expulsé tout le monde. J'ai perdu le boulot parce que je ne pouvais pas m'y rendre de manière fiable sans adresse fixe. Je suis seul depuis. Combien de temps? 3 ans. Stéphane resta silencieux un moment. 3 ans dans la rue. Et tu donnes quand même ton manteau à l'enfant d'un inconnu. Lucas le regarda. Qu'est-ce que j'étais censé faire? La laisser geler? La plupart des gens l'auraient fait. La plupart des gens ne sont pas décents. Non, acquiesça Stéphane. Ils ne le sont pas. Le docteur Pierre en avait fini avec Manon, la déclarant en bonne santé mais demandant à Valérie de surveiller tout signe d'hypothermie retardée. Puis il tourna son attention vers Lucas. L'examen fut minutieux, température, tension artérielle, vérification des doigts et des orteils pour des engelures, questions sur son dernier repas, la durée de son exposition au froid, ses problèmes de santé actuels. Vous avez de la chance, conclut le docteur Pierre. Pas de dommages permanents, mais vous étiez peut-être à 20 minutes d'une hypothermie grave. Votre température centrale chutait rapidement. Lucas hocha la tête, peu surpris. Il l'avait senti arriver. Il savait que le calcul ne jouait pas en sa faveur. Je prescris de la nourriture, de la chaleur et du repos, continua le médecin. Et je suis sérieux pour la nourriture. Quand avez-vous pris un vrai repas pour la dernière fois? Lucas ne pouvait pas s'en souvenir. Je mange quand je peux. Le docteur Pierre regarda Stéphane en haussant les sourcils. Stéphane, ce jeune homme souffre de malnutrition sévère. Il a besoin d'une alimentation régulière et d'un suivi médical pendant au moins les prochaines semaines. C'était déjà prévu, dit Stéphane.
Lucas sentit cette pointe familière de panique. Je ne peux pas payer pour des soins médicaux. Je n'ai pas d'assurance. C'est déjà réglé, dit Stéphane d'un ton dismissif. Docteur Pierre, merci. Envoyez-moi la note. Après le départ du médecin, la maison s'installa dans un rythme plus calme. Manon avait été emmenée à l'étage pour un bain et une vraie nuit de sommeil. Valérie avait disparu pour voir d'autres enfants dont Lucas ignorait l'existence. Le personnel s'était retiré là où le personnel va dans des maisons de cette taille. Il n'y avait plus que Lucas et Stéphane dans le salon chaleureux, le feu projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de livres et de photos de famille. « J'ai une proposition pour toi », dit finalement Stéphane. Lucas sentit sa poitrine se serrer. Il avait attendu ce moment, la révélation de ce que Stéphane voulait réellement en échange des soins, de la chaleur, de la nourriture qui était probablement en préparation dans une énorme cuisine. Quel genre de proposition? Le genre qui pourrait changer ta vie. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir quelque chose. Stéphane se pencha en avant. Que penses-tu que je fasse dans la vie? Lucas choisit ses mots avec soin. Je pense que vous êtes le genre d'homme qui fait disparaître les problèmes. Qui accomplit des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Qui se fait payer pour de la protection et de l'influence. C'est une façon diplomatique de dire que je suis un criminel. Je dis que vous avez du pouvoir. Comment vous l'utilisez ne me regarde pas. Stéphane sourit, et ce n'était pas entièrement plaisant. Tout regarde quelqu'un dans mon monde. Chaque décision, chaque relation, chaque moment de faiblesse ou de force. Mais ce soir, en te regardant donner ta seule protection pour sauver ma fille, j'ai réalisé quelque chose. Lucas attendit. J'ai réalisé que tout le pouvoir du monde ne signifie pas grand-chose si on ne peut pas trouver des gens dignes d'être protégés, des gens dignes de confiance, des gens qui font ce qui est juste même quand cela leur coûte tout. Les mots restèrent suspendus entre eux. Lucas avait l'impression d'être au bord d'une falaise, regardant dans les ténèbres, incapable de voir où il pourrait atterrir. Que offrez-vous exactement? Un travail, un toit, une famille si tu le veux. Les yeux de Stéphane ne quittèrent jamais le visage de Lucas. Mais cela vient avec des conditions, des règles, des attentes. Et une fois que tu es dedans, il n'y a pas de retour à l'invisible. Lucas pensa aux rues qui l'attendaient dehors, au froid, à la faim, au calcul constant de la survie qui usait l'âme jour après jour. Puis il pensa à la petite main de Manon faisant confiance à son bras. À l'étreinte inattendue de Valérie. Au fait d'être assis dans une pièce chaude où quelqu'un se souciait de savoir s'il vivait ou mourait. Quel genre de travail? Stéphane sourit. Et cette fois, le sourire atteignit ses yeux. Le genre où tu protèges ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Où tu t'assures que des enfants comme Manon n'aient jamais à avoir peur. Où faire ce qui est juste n'est pas quelque chose que tu fais malgré le fait de n'avoir rien. C'est quelque chose que tu fais parce que tu as tout à donner. Lucas regarda le feu, sentant le poids d'une décision qui allait remodeler tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Prends tout le temps que tu veux. Mais pendant que tu réfléchis, tu restes ici. Valérie a déjà fait préparer une chambre. Tu ne retournes pas à la rue ce soir. Comme invoqué par son nom, Valérie apparut dans l'embrasure de la porte portant un plateau. L'odeur d'un bœuf bourguignon emplissait l'air, et cela ressemblait à plus de nourriture que Lucas n'en avait mangé en une semaine. Tu dois être affamé, dit-elle simplement, posant le plateau sur une table près de son fauteuil. Lucas regarda le plat fumant, puis les yeux bienveillants de Valérie, puis Stéphane, qui l'observait avec quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. 3 heures plus tôt, il avait été invisible, oublié, mourant lentement de froid dans les rues désertes. Maintenant, il était assis dans une maison de campagne, face à un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer, simplement parce qu'il avait fait ce qui semblait juste à un moment où tout allait mal. Parfois, les plus petits actes de bonté créent les plus grands changements. Lucas avait donné son manteau, n'attendant rien en retour, mais avait gagné tout ce qu'il ne savait même pas qu'il lui manquait. C'est ça, la vraie générosité. Elle ne calcule pas le coût. Elle voit juste quelqu'un qui a besoin d'aide et l'aide. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Lucas?